bien de faire des bénéfices, mais la vraie réalisation et la vraie concrétisation, c'est de réussir à transformer ce résultat en cash, en position positive sur la banque. La performance de l'entreprise, c'est atteindre l'objectif défini en termes de vente et aussi celui au niveau du résultat. C'est en fait anticiper toute survenance de risques importants pour réorienter le chiffre d'affaires prévisionnel sur des budgets plus sécurisés pour atteindre toujours l'objectif de chiffre d'affaires annuel. Ce qu'on recherche souvent en tant que credit manager, c'est d'avoir l'information maximum et c'est cette information-là qui nous permettra, quelque part, de choisir la bonne option. C'est est-ce que je développe le chiffre ou au contraire, est-ce que je trouve que c'est trop risqué et j'ai des voyants qui m'indiquent que je risque d'avoir des difficultés sur ce client-là. Les acteurs clés sont la direction commerciale et la direction financière et en plus le credit manager doit alerter quand il y a survenance de risques qui vont obérer la réalisation de cette performance. Alors, l'acteur clé finalement essentiel dans cet équilibre, c'est l'assurance crédit puisque ça nous permet de développer le chiffre d'affaires et d'être sécurisé sur ce chiffre d'affaires en ayant d'une part la prévention et ensuite l'indemnisation si nécessaire. Ensuite, il y a tout un tas d'acteurs qui sont plutôt internes à la société, qui vont être les commerciaux, qui vont être les chargés d'affaires et qui, eux, vont pouvoir nous remonter tout un tas d'informations. Et cette source-là est une mine sans fin, puisque c'est eux qui ont l'information terrain qui est essentielle pour notre métier. Les bonnes pratiques, en fait, sont le comité de crédit qui rassemble la direction financière, la direction commerciale avec des enjeux commerciaux et financiers forts et qui nécessitent un arbitrage immédiat et partagé. Et ensuite, les Credit Management Review qui permettent d'avoir un public beaucoup plus opérationnel de commerciaux et d'assistantes commerciales qui permet de détecter toute problématique de retard de paiement et de risque. Une bonne pratique qu'on a dans notre société, en tout cas, c'est d'avoir une vraie philosophie, une vraie culture cash qui va de la direction générale jusqu'à l'entrepôt avec des formations qui nous ont été faites. L'assurance crédit est facilitateur de ces points car elle apporte des garanties et sécurise la prise de risque. Alors pour le développement, grâce à sa prévention et son information, c'est une source très importante pour les credit managers. Elle sert aussi d'indemnisation lorsque ça se passe mal et ça arrive malheureusement assez fréquemment. Alors, le recouvrement est essentiel dans la transformation du résultat en cash. C'est lui qui va participer au développement de l'entreprise quelque part. Il permet de réduire le besoin en fonds de roulement et donc d'optimiser par la suite la trésorerie et ensuite de dégager des sources de financement qui peuvent être extrêmement utiles dans le cadre d'investissements réguliers de l'entreprise. La communication interservice est essentielle car elle permet à chacun de détecter tout signaux faibles sur le terrain et donc toute dégradation du risque et donc de réagir beaucoup plus en amont pour le credit manager et ses équipes. La performance entre les services, elle est clé chez un credit manager ou dans une société. En interaction privilégiée, en tout cas pour un credit manager, on pense évidemment aux commerciaux tout de suite, mais aussi tout ce qui est supply chain et approvisionnement, puisqu'on va être un pivot entre les deux. Donc la communication, elle est permanente. Bien, mesdames et messieurs, nous allons donc continuer avec la première table ronde de la journée. Je vais appeler Carole Debar. Sous vos applaudissements, merci. Alors Carole, nous allons voir la performance de l'entreprise, la gestion des risques par la communication interservice avec vos invités. Oui, alors... C'est allô ? le bleu. Micro bleu. Ça marche ? Oui. Ah, super. Oui, donc c'est un sujet, comme vous pouvez le voir, sortez les copies doubles, vous avez 2 heures. Voilà. Donc je vais faire intervenir sur cette... Ah non, on est déjà au-dessus. J'ai plus le truc avant. Voilà. Alors je vais appeler Somsi. Voilà, Somsi qui se présentera un petit peu plus tard. Vous allez voir dans cette table ronde, on a à la fois des credit managers, donc notamment Somsi qui est également directrice financière. Je vais appeler Frédéric.
Voilà, Credit Manager également. Stéphane pour le commerce. Et puis Cédric sur la trésorerie. Voilà, donc comme on le disait tout à l'heure, le sujet il est à la fois très, très large et aussi assez connu. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous faire partager des expériences qu'on a faites plutôt que d'être juste dans l'incantatoire. On trouvait que c'était plus intéressant. Et on va commencer par revenir un peu rapidement sur le contexte et les enjeux du Credit Manager aujourd'hui dans ces interrelations. Voilà, donc en fait, la première direction avec laquelle le Credit Manager intervient, c'est le commerce. Je te laisse en dire un mot, toi, Somsi. Bonjour tout le monde, je suis Somsi Martinier, directrice des finances et des ressources humaines chez Phoenix Contact, qui est une société commerciale, filiale d'un groupe allemand qui fabrique des composants électroniques et du matériel électrique. Lorsque je suis arrivée chez Phoenix Contact il y a 16 ans, on avait des relations très compliquées au niveau des finances avec le commerce et les deux services ne s'entendaient pas, on ne se comprenait pas et il a fallu faire un travail de pédagogie pour se comprendre. Et tout l'enjeu pour moi, c'était de faire comprendre que les finances étaient là pour accompagner le business et non pas pour bloquer le business. D'où l'importance de l'équilibre des relations entre nos deux services. Bonjour, je suis Frédéric Jean, Credit Manager à la Brinks depuis 10 mois, convoyeur de fonds. Moi, je vais vous parler des clients et des commandes. La première chose pour un Credit Manager, c'est que les factures, qu'on facture bien, qu'on livre bien, et surtout parce que ce qui est nécrophage, au sein de la facturation, c'est les litiges. Donc la première chose, c'est de résoudre les litiges au plus vite, de les identifier, remonter les informations à la direction commerciale, à la DV. Je vous dirais que mon service aujourd'hui, malheureusement, utilise 60% de son temps à résoudre des litiges au lieu de relancer. Et après, on en reparlera, mais j'ai eu besoin de l'aide du commerce pour relancer les clients, mais je vous en parlerai juste après. Bonjour à tous, je suis Cédric Dondin, je suis responsable trésorerie internationale et credit management au sein des laboratoires Servier. Donc, pour parler d'équilibre entre trésorier et credit manager, quand on a les deux casquettes, c'est assez simple, il faut être d'accord avec soi-même de temps en temps. Mais si je me mets à la place maintenant uniquement du trésorier, évidemment, le trésorier et le credit manager sont globalement très alignés. Leur souci, c'est que le cash rentre en temps et en heure, que le DSO soit le plus faible possible. Néanmoins, le trésorier, il peut avoir une exigence plus pointue, puisque la trésorerie, c'est surtout des dates, des dates de valeur. Il faut que l'argent arrive conformément à ce qui est prévu. Il faut dénouer une opération de change parce que quand les fonds arrivent sur une date qui est fixe. Donc l'exigence du trésorier vis-à-vis du credit manager, ça va être de tester sa capacité à assurer que l'encaissement se déroule le bon jour. C'est pour ça qu'il y a des choses assez vertueuses qui peuvent être mises en place. Un credit manager qui fait des relances avant échéance pour s'assurer que le flux en dollars va arriver tel jour, ce qui permet au trésorier de dénouer une position de vente à terme de dollars, par exemple. Donc alignement, c'est sûr, collaboration, ça c'est indispensable. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que le trésorier, lui, va être intéressé effectivement sur un taux de DSO, par exemple, mais plus fondamentalement, il va vouloir obtenir un BP-DSO, puisque le trésorier peut se dire, moi, j'ai des contrats signés, les clients sont censés respecter les contrats. Donc le credit manager, lui, va venir expliquer pourquoi le DSO n'est pas le même que le BP-DSO, et pouvoir expliquer quelle est la part des échus, pourquoi des échus, etc. Donc, encore une fois, il faut un équilibre et une communication forte. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Savicki, je travaille pour Néopost et je suis directeur des opérations, c'est-à-dire en charge du commerce et de la technique pour la France et le Benelux. Alors, un mot sur le juridique, mais juste avant, je voudrais dire 10 secondes sur la partie commerciale, puisque dans mon entreprise, comme dans la vôtre, j'imagine, on a des équipes commerciales qui sont souvent désireuses de conclure des affaires vite, de négocier rapidement pour aller signer. Voilà.
Et donc le crédit management, eh bien, il est là quand même pour aligner le commerce par rapport à un des fondamentaux de l'entreprise qui consiste à travailler avec des clients qui payent, qu'on peut encaisser et qui permettent de payer les salaires, et notamment ceux des commerciaux. C'est parfois bien de leur rappeler. Donc ça c'est essentiel. Quand on a parlé du juridique dans le groupe de travail, qui consiste en fait à faire adhérer le cadre légal aux enjeux opérationnels et commerciaux, on a rapidement convergé pour dire qu'on avait de plus en plus dans nos entreprises des juristes qui étaient des alliés par rapport à des contraintes, pour transformer justement ces contraintes légales en opportunités. Et on a même des lois qui peuvent apparaître comme des opportunités, type la loi LME, qui a été assez aidante pour l'entreprise et pour le commerce. Alors, pour un credit manager, le DSO, le taux de provision, en 2 mots, c'est ma vie, ma bataille de tous les jours. Donc effectivement, avec l'aide surtout du commerce, parce que nous, on les utilise énormément. On communique le DSO au service commercial et le taux de provision, ce que nous, à la Brinks, on appelle les bad debts. Ils sont au courant, parce qu'on a des réunions COMEX, avec la direction générale, la direction financière et commerciale sur la réduction des bad debts. Donc voilà, des bad debts, de toute provision, enfin des impayés en 2 mots, mauvais payeurs, textuellement. Voilà. Ok, donc en fait, ce qu'on est en train de dire là, le credit manager, c'est que c'est un peu celui qui est sous la pierre du dessous, et il faut que tout au-dessus soit bien aligné pour que ça tombe, que tout ça ne tombe pas. Et alors on se doute que ça ne va pas se faire facilement forcément et qu'on va avoir un certain nombre de choses à travailler. Alors moi, il faut trouver l'équilibre, et en fait ça va passer d'abord par restaurer la confiance quand on est dans une situation où on a en fait des intérêts parfois divergents, puis également travailler ensemble, puisque même quand on a des objectifs communs, on peut toujours aussi s'améliorer. Alors il y a une petite image qui est assez connue, c'est cette image des ânes, je ne sais pas si vous la connaissez, vous l'aviez jamais vue? Somsi, je te laisse attaquer. Oui, alors cette image, elle illustre assez bien ce que j'ai vécu chez Phoenix Contact. Comme je vous l'ai dit en introduction, quand je suis arrivée, les relations étaient assez tendues, et les 3 premières images illustrent tout à fait, puisqu'on avait des positions assez divergentes, chacun campait sur sa position, les finances étaient là aux yeux du commerce pour bloquer le client, ne pas le livrer. Et lorsque j'ai parlé pour la première fois des limites de crédit au commerce, ils m'ont regardé en me disant « mais tu veux limiter le chiffre d'affaires de mes clients ?» Donc là, je me suis rendu compte du fossé et qu'il y avait un vrai travail de pédagogie à faire de notre côté pour expliquer l'intérêt des limites de crédit, en quoi ça consiste, que c'est un outil de pilotage et non pas un outil de blocage. Il est là pour gérer le risque client. Et on est là aussi pour préserver le chiffre d'affaires que les commerciaux ont réalisé. Donc, de notre côté, il a fallu aussi qu'on fasse un effort. C'est-à-dire que de mon côté, quand je suis arrivée, il a fallu que je connaisse le portefeuille client, comprendre comment les commerciaux travaillent. Et on a fait chacun un pas de notre côté pour mieux se comprendre, pour collaborer ensemble et instaurer une confiance. Plus que restaurer, c'était à mon niveau d'instaurer cette confiance. Et à partir du moment où on a travaillé plus ensemble avec le directeur commercial, les équipes ont suivi. Ils ont vu que la direction financière et la direction commerciale travaillaient ensemble, allaient dans le même sens. Eh bien, les relations étaient moins tendues et on a vu aussi les fruits de notre travail par la suite. Merci Somsi. Alors, effectivement, les ânes commencent à collaborer par quelques fois. Donc, chez Neopost, bien, la collaboration commerce, crédit management, elle est d'autant plus importante que le rythme s'accélère au fil des mois. Parce que pour définir des limites d'encours, le crédit management, il est bien évidemment sur des notions de scoring, sauf que quelquefois, il a besoin d'obtenir des éléments qui ne sont pas publics et avoir des informations complémentaires du type bilan ou historique, notamment pour des PME. Et nous travaillons beaucoup avec des PME qui ne publient pas toujours.
Donc dans ce cadre-là, bien, ces documents, bien, ce sont les commerciaux qui sont au contact des clients sur le terrain, qui sont capables vraiment d'aller l'apporter de façon rapide et d'avoir aussi un feedback rapide de la partie credit management. Pour échanger encore plus au sein de notre société, bien, je pense que ça peut être le cas dans notre entreprise comme la vôtre, on a un système de parrainage. Et pour le coup, le nouveau responsable du credit management chez nous, eh bien, c'est moi qui le parraine. Donc ça nous permet d'échanger hors process dans un cadre encore plus fluide par rapport à ce qu'on doit mettre en place entre nos deux unités. Et puis nous avons réfléchi aussi à des éléments incitatifs sur des systèmes qui nous paraissent être des systèmes de paiement plus dynamiques et plus sûrs. Nous, on a incentivé très clairement le prélèvement. Alors bien évidemment, comme vous le savez, on peut rejeter le prélèvement, mais dans le cadre de ces rejets, on a toujours l'information plus rapide. Et ça nous permet de lancer quelque part la cavalerie de recouvrement de façon plus accélérée, d'aller peut-être au contentieux, voire au précontentieux. Toute l'idée, ça a été justement d'incentiver un système où on a l'information plus vite pour agir plus vite, et c'est ce qu'on a fait. Alors moi, je pourrais dire que travailler ensemble avec le service commercial, on l'a fait depuis quelques mois. Mon service étant débordé par les créations de litiges, malheureusement, on a fait appel aux assistantes commerciales pour relancer à notre place les clients. Et ça a fonctionné. C'est vraiment on a travaillé ensemble entre le service commercial et le service recouvrement. Alors c'est vrai, vous pouvez me dire aujourd'hui, les clients risquent d'être relancés 2 fois. Bah oui, je préfère 2 fois que 0. En sachant qu'il n'y a pas que les appels téléphoniques, il y a aussi tout le système de relance automatique par un logiciel, pour un logiciel de recouvrement. Donc aujourd'hui, oui, je peux dire que la collaboration entre le service commercial, les assistantes, l'ADV et le credit management, ça fonctionne du feu de Dieu. Alors, en fait, par rapport à la collaboration, on a mis en place aussi à travers des procédures, on a travaillé sur cet aspect-là qui peut aider aussi les relations entre services, notamment avec une procédure d'ouverture de compte où le commercial va transmettre des informations aux finances pour pouvoir faire les enquêtes de solvabilité. Et à l'issue de ces enquêtes-là, lorsqu'on décide d'ouvrir le compte, on a mis en place un accord commercial que vous voyez à l'écran. Donc en fait, il s'agit d'un document qu'on fait signer à nos clients qui permet de confirmer toutes les conditions qui ont été négociées avec lui, les conditions de paiement, des conditions de livraison également, ce qui permet aussi par la suite de limiter les litiges, d'avoir des désaccords avec le client qui leur a dit non, ce n'est pas ce que j'avais négocié avec votre commercial. Donc ce document permet vraiment de confirmer tout ce qui a été négocié et en même temps de valider aussi les conditions générales de vente qui sont jointes à cet accord commercial. Alors, moi, mon témoignage sur la co-construction, c'est par exemple, donc, notre entreprise exporte pas mal de produits sur des pays compliqués et on a essayé de faire un effort de pédagogie envers les départements juridiques pour les aider à rédiger des clauses qui peuvent être un peu inconnues pour le juriste lambda, notamment lorsqu'il s'agit de sécuriser des ventes par des instruments bancaires de type crédit documentaire ou remise documentaire ou des SBLC. Donc l'idée, c'est de passer du temps avec le juriste pour l'aider à rédiger des clauses qui seront correctement applicables et qu'ensuite l'ADV pourra faire vivre en termes de remise documentaire, etc. Dans l'esprit de dépassionner ou objectiver, donc notamment sur le sujet des credit limits, on a mis en place une police monde d'assurance crédit. Et là, ça a été vraiment un plus, le fait d'avoir un assureur crédit qui, par sa propre analyse, nous donne des indications de limites de crédit par client. Et ça m'a permis, moi, d'objectiver en fait, ces limites de crédit vis-à-vis des équipes commerciales pour dépassionner le débat et pour qu'elles ne considèrent pas que c'était une limite qui venait purement de la finance, mais au contraire, on leur a montré que c'était une analyse de risque faite par un acteur extérieur et que cette limite de crédit, elle est fondée, elle est rationnelle et que ce n'est pas juste la finance qui empêche le commerce de tourner en rond.
Merci pour ces témoignages. Donc là, ce qu'on est en train de se dire finalement, c'est qu'on peut partir de situations parfois très conflictuelles pour arriver en travaillant ensemble, en dépassionnant le débat, en objectivant les choses, en remettant aussi chacun à sa place. Je crois que tu nous disais aussi que le discours d'expert à expert, peut-être tu veux en dire un mot ? Oui, tout à fait. En fait, on a aussi permis de valoriser le rôle de chacun, c'est-à-dire qu'au niveau des équipes finances, elles s'adressent directement à ses homologues, donc ce qui est beaucoup plus simple aussi pour le commercial. Il n'a pas à gérer toutes ces problématiques de clauses, des conditions générales de vente, des discussions sur les conditions de paiement, là où il est moins à l'aise par rapport à des négociations de tarifs. Donc vraiment, là, chacun est dans son rôle. On accompagne le business en déchargeant le commercial sur tous ces aspects-là. Et ça a été le cas notamment au moment de la mise en place de la LME, où pour de nombreuses entreprises, et dans notre cas à nous, on avait des délais de paiement qui étaient assez longs. Et le fait de savoir qu'on avait une limitation, il fallait que les clients nous payent à 60 jours. J'ai eu l'argument des commerciaux qui m'ont dit « Attention, on va perdre des clients, ils sont à 90 jours, comment est-ce que tu vas les passer à 60 jours du jour au lendemain ?» Donc ça a été un travail d'accompagnement où nous, on a pris en charge cette partie-là pour décharger le commercial de toute cette discussion qui arrivait en même temps à une période de négociation, puisque la mise en place au 1er janvier, on est en pleine phase de négociation, donc le commercial n'était absolument pas à l'aise pour adresser ce sujet-là à ses clients. Donc on a pris ça en charge, on a fait toute une phase de préparation, on a été accompagné d'ailleurs par la FDCC sur ce travail-là, et qui a effectivement bien fonctionné, puisque par la suite, on n'a perdu aucun client. Les clients, au bout de 6 mois, ont respecté la LME, et toutes les équipes ont réussi à travailler ensemble. Voilà, donc en gros, on passe d'une situation où soit on ne se parle pas, soit c'est conflictuel, à une situation plus de partenariat. Pour ça, il y a de la gestion du changement, tu as commencé à en parler. Donc on voulait vous parler également de cet aspect-là qui fait qu'en fait, certains d'entre vous se sont retrouvés dans des situations où les équipes elles-mêmes étaient un peu démotivées dans le fonctionnement avant et qu'il fallait vraiment leur redonner ce rôle de plaque tournante de l'information. Et également former pas seulement les équipes, mais aussi les autres en face. Donc notamment par former aux outils internes et au processus de relance. Alors c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour la simple raison, c'est que pour comment remotiver un service recouvrement, c'est dans un premier temps les former et à l'outil et personnel. Ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé à la Brinks depuis 10 mois, je les ai formés à l'outil, qu'ils ne connaissaient pas. Ils utilisaient, quand je suis arrivé, entre 5 et 10% des capacités de l'outil. Voilà, donc on a passé du temps avec le logiciel. Maintenant, ils savent l'utiliser, je dirais pas à 100%, mais au moins l'utiliser à plus de 5%, ça c'est sûr. Et puis après, j'ai utilisé aussi la formation aux appels téléphoniques. Donc effectivement, je suis passé par la FDCC. Bon, ça, voilà, c'est gentil. Et ça leur a amené quelque chose de... Enfin, je sais qu'ils sont sortis emballés. Alors, ils sont, dans un premier temps, ils freinaient des 2 pieds. Parce qu'ils se sont dit, j'en ai pas besoin, ça fait 10 ans que je travaille dans le métier, je sais faire. Maintenant, ils savent pas. Ils savent pas, surtout que la personne qui les a formés les a très très bien formés avec des appels téléphoniques en direct. Ils ont appelé nos propres clients et ils ont débriefé juste après. Donc c'est vraiment quelque chose d'interactif. Et ils sont ressortis, boostés, vraiment boostés. Je pense que je continuerai à utiliser cette personne parce qu'elle est très compétente. Mais voilà, donc comment rebooster un service, c'est effectivement les former, leur donner plus de responsabilités, au moins sur leur portefeuille, leur dire que maintenant, voilà, aujourd'hui, ils sont responsables de leur portefeuille, de A jusqu'à Z, de leur donner aussi l'envie de partager, donc de communiquer avec les différents services commerciaux. Pour preuve, c'est que cet outil, nous les mettons aussi à disposition des assistants de crédit, des assistants commerciaux. Donc elles ont l'outil. Nous, cet outil, on l'agrémente des litiges ou des commentaires
pourquoi les factures ne sont pas payées, etc. Donc c'est vraiment un turnover entre le service commercial et le service recouvrement. Donc c'est vraiment important. Et pour preuve, c'est que depuis quelques années, la Brinks prenait des dotations de plus de 200 000 € par mois, en plus des provisions qu'elle faisait chaque mois. Chaque mois, c'était 200 000 en plus, 200 000 en plus, 200 000 en plus. Et depuis maintenant 3 mois, avec cette mise en place, on reprend 150 000 par mois. Donc on diminue. Alors, il y a eu vraiment un travail à faire depuis plus de 10 mois. On a mis en place un process qui n'existait pas, avec des lettres automatiques à J-5, plus 10, plus 30 et plus 60. Avant, à la Brinks, on relançait les clients à J plus 75. C'est tout. Donc derrière, il fallait compter sur le service recouvrement pour appeler. Sauf que comme ils utilisaient leur temps à résoudre les problèmes, les litiges, donc c'est pour ça qu'on prenait énormément de dotations au lieu des reprises. Et aujourd'hui, tout est planifié avec des relances automatiques, un service formé, de l'aide des commerciaux. Et voilà, aujourd'hui, on reprend 150 000 par mois. J'espère que ça va continuer au moins jusqu'à la fin de l'année. Merci. Oui, effectivement, je rejoins ce que tu dis par rapport à la formation. C'est aussi un moyen de valoriser le travail des équipes, de gagner aussi, d'apporter de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait. Comme on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont de plus en plus automatisées. On arrive aujourd'hui à faire de la prévention, à analyser davantage les risques clients. Et donc aujourd'hui, au niveau de mon équipe, on passe plus de temps à analyser les risques clients, à accompagner le business, que de faire simplement de l'enregistrement des paiements et de la première relance téléphonique. Donc ça aussi, c'est de valoriser le travail de l'équipe aux yeux des autres services, ce qui leur permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise et d'avoir de la responsabilité, mais également être plus à l'aise vis-à-vis des autres services et aussi par rapport aux clients. Donc d'avoir cette position-là et de permettre de communiquer plus facilement. Je crois que tu avais aussi une petite anecdote sur une formation avec les collègues. Oui, alors on avait effectivement tout à l'heure je vous avais parlé de la LME, on avait mis en place à travers cette formation des sketchs qui avaient bien fonctionné puisqu'on avait fait d'abord en interne ces sketchs-là et on l'a étendu avec les commerciaux. On a fait intervenir une personne de la FDCC qui jouait le rôle d'un commercial. On avait moi le rôle du crédit manager pour illustrer en fait le dialogue entre deux services pour la mise en place de la LME. Donc ça a été assez apprécié par l'ensemble des services d'ailleurs. Et donc c'est resté pendant assez longtemps. On m'a surnommée Marie Somsi parce que c'était le nom que j'avais pendant cette formation-là. Et c'est resté. Donc ça a été aussi une très belle expérience qui permet de montrer qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble à travers différents sujets. Voilà. De notre côté, et dans cet esprit de former les autres, en fait, moi, il m'a paru intéressant à un moment donné de bien mettre en valeur le rôle de chacun dans la chaîne Order to Cash, et notamment les équipes ADV, et plus particulièrement dans le cadre de grand export, puisqu'on a des marchés dans des pays un peu compliqués. Et donc, dès qu'on met en place des outils de sécurisation, encore une fois bancaires, type crédit documentaire, il fallait absolument que les personnes de l'ADV en comprennent le sens. Et on a été amené à organiser donc, de façon régulière des formations en faisant venir un banquier, par exemple, expert du commerce international, pour un cours de formation, questions-réponses, entre les équipes ADV et cette personne pour comprendre quel était l'objet d'une lettre de crédit, la confirmation du risque pays versus risque corporate, à quoi servent des garanties de type SBLC, comment ça fonctionne, pour qu'en même temps, les personnes montent en compétences et trouvent bien leur place dans la chaîne Order to Cash et encore une fois le sens de leur action. Ok, donc collaboration, on en a parlé, formation et gestion du changement. Il nous reste un autre point important, c'est finalement tout ça, il faut aussi mettre en place des outils, des méthodes communes pour que ça s'organise bien. Donc
le premier point qui nous semblait important, c'était de pouvoir animer, partager les KPI, les indicateurs et les décisions. Peut-être, Carole, que tu peux aller jusque tout... Voilà, parce qu'en fait, dans le cadre de Néopost, Néopost c'est un leader du traitement du courrier, mais c'est aussi un spécialiste de la dématérialisation et de la gestion d'informations multicanales. Donc on a fait en sorte de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on vend à nos clients. Ça veut dire que dans le cas de la facture, c'est de l'émettre et de la transmettre plus rapidement qu'avant. Donc les factures, certes, on les envoie, mais on les met aussi à disposition sur un portail. Elles sont complètement accessibles, c'est le slide d'après. Voilà, vous voyez que dans un portail personnalisé client, vous avez votre parc, mais vous retrouvez ici, dans un pavé qui est en rouge, vos factures, votre encours et le duplicata qui est rapidement accessible. Après, on a eu une autre problématique à gérer. Carole, si tu veux bien. En fait, on était... merci, ça marche. On était ici confrontés... Ah, pardon. Voilà. Confrontés à une situation, peut-être comme dans d'autres entreprises, où on avait plusieurs types de documents dans cet environnement-là. On avait des factures, des avoirs, des duplicata et des relances pour les factures qui étaient impayées. Et le format de ces documents, qui était géré par notre intégrateur de CRM et de RP, eh bien, c'était lui-même qui les gérait, n'est pas un spécialiste de la gestion documentaire. Donc on n'était pas complètement satisfait du format de ces documents, puisque certains apparaissaient avec beaucoup de lignes. Nous, on vient quand même, on sort d'une supply chain. On sortait en PDF avec des adresses au mauvais endroit, on n'avait pas de fond de page. Bref, le document n'était pas évolutif. Il était nécessaire constamment de l'imprimer, de le mettre sous enveloppe, de l'affranchir, ça prenait du temps. Donc, avec le commerce, qui était habitué à ça, on a réfléchi sur l'idée de se doter de notre propre outil, en fait, de composition et d'enrichissement documentaire, puisque c'est un outil qui permet d'enrichir avec de la donnée ou d'autres documents complémentaires les éléments de la facture. Donc, dans notre cas, ça a été de gommer les lignes qui perturbaient la lisibilité de la facture. Ça a été également d'utiliser le verso pour redonner de l'information au gestionnaire de la facturation. On a aussi des systèmes d'indexation qui composent notre facture, donc on a redonné des formules de façon explicite à nos clients. Et puis, sur la relance, on y a joint la facture d'origine et le bon de commande de manière systématique dans des règles de gestion. C'est-à-dire qu'on a mis la fameuse pièce qui permet au receveur d'identifier plus rapidement et de la traiter. Et on a beaucoup travaillé donc sur la lisibilité et la qualité du document renvoyé, puisque notre outil nous permet d'améliorer le document pour qu'il soit mieux traité. Ça veut dire rapprocher un avoir d'une facture d'une relance, et de paramétrer tout cela dans des systèmes de gestion. Demain, lorsque vous avez à faire évoluer, à répondre à des changements de normes de type changement de compte bancaire, de TVA sur une facture ou des conditions de paiement modifiées, l'outil permet de le faire. Et comme c'est un outil qui diffuse sur du multicanal, eh bien ça permet de le sortir en papier, comme vous le voyez sur l'écran, d'aller également travailler avec des outils Scorus pour les gens qui travaillent sur la sphère publique, en ce qui nous concerne, et puis derrière de le déposer sur des portails ou des serveurs clients. Si vous voulez 3 exemplaires, eh c'est là qu'on va pouvoir le gérer. On va pouvoir gérer également des éléments d'archivage électronique. Et puis surtout, on va bien sûr, comme je vous l'ai dit, travailler sur cette notion de relance optimisée en termes de coûts, en mettant les documents que vous voulez sur la relance et en la renvoyant par mail. Tu disais tout à l'heure que plus elle est envoyée, le mieux c'est. C'est le pari qu'on a pris en disant on va l'envoyer par mail à de multiples interlocuteurs, et ça va diminuer également le coût avec ces personnes qui sont paramétrées dans les systèmes. Tout cet ensemble a permis d'améliorer donc la qualité et les délais, puisqu'avant on était sur des traitements batch avec de la mise sous enveloppe, de l'affranchissement de l'ordre de 5 jours. Aujourd'hui, on travaille sur du 24/24 avec 2 runs de facturation par mois, un processus de production qui produit la facture le week-end, et on a gagné 3 jours et demi. Donc tout l'ensemble que je vous décris, c'est-à-dire d'avoir une facture plus précise, une relance plus complète, avec des états dynamiques sur les traitements. Est-ce que ma facture elle est rejetée, mise en paiement? On a tous ces systèmes-là dans le schéma que je vous décris. Ça nous a permis de passer en fait de 23 jours à 9 jours en 2 ans en termes de DSO. Et pour illustrer, donc, la data va plus vite que le PDF qu'on doit imprimer, hein, c'est une évidence. Et
un exemple de la facture. Je ne vais pas vous détailler tous les carrés rouges pour certains qui sont confidentiels, mais vous voyez ici que le bon de commande qui est aujourd'hui obligatoire, ça fait véritablement des années qu'on l'a mis en place pour améliorer justement la lisibilité et donc le traitement. On a des informations concernant la gestion et le service client, et puis des éléments concernant les formules d'indexation sur nos factures. Merci Stéphane. Non, c'est ça que je vais reprendre. En fait, ce qui est intéressant là dans ce que tu exposes, c'est que déjà c'est un commercial qui parle de production, de facture, etc. Et ça, c'est vraiment l'illustration que ça marche bien quand c'est comme ça. Et aussi, tu parles finalement d'expérience client, qui est une dimension qui de plus en plus, je pense, va être importante dans le rôle du credit manager et en collaboration avec le commercial. Alors attendez, je vais remonter un peu parce que du coup, il faut que je revienne. Oui. Voilà. On y retourne. Voilà, toi, Cédric. Le point numéro 3, là, c'était effectivement mettre en place des outils communs en interne. Alors, de notre côté, on a, bon, c'est pas très exceptionnel, on a des comités crédits trimestriels qu'on essaye de tenir, alors impliquant l'ADV ou supply chain, la comptabilité client, la trésorerie et les responsables administratifs rattachés aux équipes commerciales. Donc l'idée, c'est de passer en revue les balances âgées, comprendre pourquoi il y a des issues, et aussi souvent, c'est de discuter du dépassement des limites de crédit. Alors, dans notre activité qui est de livrer des produits pharmaceutiques à destination des patients, on a souvent des débats passionnés puisque si je bloque une commande quand la limite de crédit est atteinte, les commerciaux me disent que donc je mets en péril l'alimentation des pharmacies avec nos produits, je mets en péril le traitement de nos patients qui ont des maladies chroniques. Et si les patients ne sont pas traités ou si les produits ne sont pas présents en pharmacie, on risque d'être génériqué et donc de perdre des parts de marché. Donc évidemment, c'est une grosse pression sur les épaules du credit manager. Donc il faut associer un collège pour prendre une décision et aligner nos intérêts lorsqu'il s'agit de dépasser, alors temporairement ou de façon plus structurelle, une limite de crédit. Et encore une fois, une limite de crédit qui serait dépassée parce que par ailleurs, il y a des factures impayées, évidemment. Puisque nous, on n'a aucun problème à augmenter une limite de crédit si c'est la croissance du chiffre d'affaires qui l'exige. Mais donc, encore une fois, il faut se parler pour apprécier, et souvent au cas par cas, facture par facture, client par client. Il y a des enjeux qui dépassent effectivement forcément les aspects financiers. Donc je comprends que dans la partie animée, partagée, pour les décisions, les comités, c'est important pour pouvoir partager. Sur les outils, tu voulais dire un petit mot sur le prescoring ? Rapidement, oui, parce qu'on a des outils en fait qu'on a mis en place, des outils dynamiques de ciblage marketing qui intègrent de l'intelligence artificielle. Eh bien, ils intègrent également du prescoring. Donc ça nous permet quand même d'orienter le commerce, que ce soit chez les clients ou dans la prospection notamment, sur des choses qui intéressent les deux unités. Sur les outils, de notre côté, ce qu'on a expérimenté également, c'est qu'il est important d'avoir des outils communs, mais le plus important, c'est aussi qu'ils soient interconnectés. Parce qu'on a un ERP qui gère toute la partie enregistrement des commandes, facturation, mais on a un autre outil qui est aussi celui des offres, qui malheureusement n'est pas connecté avec l'ERP. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on peut avoir des limites de crédit qui permettent, lorsqu'elles sont dépassées, donc bloquent les livraisons. En revanche, ne bloque pas le fait de pouvoir faire des offres, que l'assistante commerciale, si elle voit que la limite de crédit est dépassée, eh bien, elle continue quand même à enregistrer des commandes. Parce qu'en fait, chez nous, on a deux niveaux de blocage. On a un premier niveau qui est on bloque la livraison, mais on n'empêche pas l'enregistrement des commandes. Et le deuxième niveau qui est on bloque tout. Là, on est à un stade quand même beaucoup plus avancé. Donc quand on est au premier niveau et que la comptabilité peut décider malgré tout de libérer parce que le dépassement n'est pas très important, donc ça c'est une décision interne au service finance. Mais on a donné quand même des informations au service commercial en leur disant que lorsque la limite de crédit est à zéro, dans ce cas-là, vous n'enregistrez pas. Ça peut être temporaire, hein, ça peut être juste parce qu'on attend une information du client.
et dans ces cas-là, on augmentera l'encours si c'est nécessaire, de ne pas enregistrer les commandes. Il est déjà arrivé que la commande soit enregistrée et à ce moment-là, l'AR est envoyé automatiquement au client. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après, on est obligé de gérer la situation aussi bien commercialement qu'au niveau du crédit manager. Expliquer au client qu'on a eu un dysfonctionnement, c'est toujours très très compliqué. Donc là aussi, vigilance au niveau des équipes, parce que vous avez des équipes qui sont incentivées sur la gestion des tickets, enregistrer le plus vite possible les commandes, fermer les tickets, et à côté de ça, vous avez des enjeux financiers. Donc les systèmes doivent être interconnectés et il y a aussi un travail au niveau humain parce qu'on ne peut pas tout automatiser non plus. Je pense que c'est à moi. Alors là, les litiges. Bravo. Alors, grande discussion. Ce que je peux vous dire, moi, sur les litiges, la première chose, c'est au moins de les identifier au plus tôt. Parce que si vous les identifiez à J+30, vous avez déjà perdu 30 jours sur votre date d'échéance. Donc nous, on utilise avant toute chose cette fameuse lettre préventive à J-5, mais vous pouvez aussi la faire à J-10. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le client reçoit une lettre préventive l'informant d'une future échéance. Donc là, tout de suite, ce qu'il va faire, c'est dire oui, mais moi, je ne vous la paierai pas parce qu'il y a un litige. Donc vous gagnez 10 jours et vous ne perdez pas 30 jours. D'accord ? Donc ça, c'est la première identification. Et après, vous avez aussi le canal commercial où le client appelle le service client en disant, voilà, je suis désolé, mais votre facture est mauvaise parce qu'il y a un litige sur cette facture. Donc, on a un logiciel qui nous permet d'organiser ces litiges. Bon, après, il est ce qu'il est. La première chose, c'est de résoudre au plus vite, et là, pas au plus tôt, mais au plus vite, ce litige. Donc, il y a différents intervenants. Nous, on a des litiges commerciaux et des litiges de production. C'est deux choses différentes. La première doit être signée par soit le service commercial, soit la direction commerciale, suivant le montant de ces litiges. Et après, on a la partie production, où là, ce sont des problèmes soit de comptage, soit de desserte. C'est vrai que, alors, juste pour un petit exemple, ça nous arrive effectivement, donc on a des camions qui passent devant les magasins ou devant les banques, devant les grandes surfaces. Elles sont tenues, et je ne sais pas si vous le savez, on doit avoir une place exclusivement réservée au transport de fonds et elle doit toujours être libre. D'accord ? Si cette place donc, de voiture est prise par un particulier, c'est sous la responsabilité de la banque ou du magasin. Donc le transport, le camion arrive, le blindé arrive, il voit que la place est prise, il part. Il n'a pas le droit de rester plus de 2 minutes donc, pour des problèmes de braquage. Donc il voit que la place est prise, il s'en va. Par contre, forcément, le déplacement est payant. Donc à partir de là, on rentre dans un système de on est passé 9 fois, vous nous avez facturé, enfin on est passé 9 fois, vous avez facturé 10, donc là il y a un problème. Ah oui, forcément. Donc le souci, c'est qu'on est obligé de rentrer dans les litiges, donc on perd énormément de temps, rien que là-dessus. Par contre, le logiciel nous aide aussi à identifier. Ce logiciel, il est ouvert aussi à la direction commerciale. Donc une fois que le litige est ouvert et identifié, on le renvoie au commerce. Il le signe, il ne le signe pas. S'il le signe, tant mieux, l'avoir est fait par l'ADV. S'il n'est pas signé, nous, on est obligé de revenir vers le client en lui disant, voilà, le refus a été fait par le service commercial, par le service, par les agences au niveau production, parce que, et voilà. Donc on rentre dans un système, mais c'est vrai que les litiges, c'est vraiment un nécrophage, surtout pour un credit manager, surtout pour les bad debts, pour les factures non payées. C'est une bataille de tous les jours. Donc on essaye de piloter tout ça. Alors pourquoi piloter les taux de litige ? Tout simplement, et de les qualifier, de les quantifier, parce que grâce à ça, chaque mois, on remonte les informations au service commercial en leur disant, voilà, on a eu tant de litiges, tant concerne le commerce et tant concerne l'exploitation. Et à partir de là, c'est à eux, des deux services, de pouvoir travailler en amont le fait que de diminuer ce taux de litige. Donc c'est très important, c'est de quantifier, de qualifier
de piloter ces taux. Et pour preuve, c'est que chaque mois, on vérifie que le taux d'avoir diminue, parce que ça nous permet d'avancer dans le bon sens. Tout service, que ce soit commerce, finance ou même juridique, parce qu'on a aussi des problèmes juridiques. Merci. Donc là, on illustre bien qu'effectivement, à la fois, c'est dans les décisions, les processus de décision. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cet exemple, c'est qu'on voit que le litige est processé complètement avec des critères, avec des façons d'identifier, de le traiter, de le piloter et puis surtout de le réduire, puisque c'est quand même l'objectif de tout le monde. Et là encore, on retrouve la collaboration qui va être nécessaire, mais on va dire que l'outil, c'est pas que l'outil, c'est aussi le process qu'il y a derrière. Et le process, c'est pas que l'outil, en fait, c'est aussi du fonctionnement entre les équipes. Alors, on va en arriver à notre conclusion. Ça, on l'a déjà vu, c'est pour ça que je vais... Est-ce qu'on enverra le support après ou pas? Mince, il est là, Vincent, ou pas? Vincent, est-ce qu'on envoie le support après? Pour les gens qui veulent... parce qu'il y a des personnes qui veulent prendre des photos. Pas de problème. Alors, la conclusion, on l'a repris en 4 CO, vous allez vite comprendre. Donc, cohérent, communication, collaboration, construire et commun. Bon, la cohérence, je pense que mes collègues en ont beaucoup parlé, hein, vous l'avez vu dans l'interligne. Somme si tu parlais de la cohérence des systèmes d'information interconnectés, il y a forcément la cohérence des objectifs. On ne va pas insister sur le fait de ne pas demander des objectifs de DSO qui soient incompatibles avec le terrain et le commerce. Par exemple, ne pas exagérer la demande d'un dépôt de garantie quand on a un taux de score qui est déjà élevé. Voilà, tout simplement. Et cette cohérence, en tout cas dans notre organisation, on la travaille en permanence. Et pour ça, il faut communiquer. Exactement. Donc la communication, on en parle beaucoup, ça semble être une évidence, mais au-delà de ce terme-là, il y a aussi la collaboration. Donc le partage des informations, la confiance qu'il y a entre les équipes pour travailler ensemble. Donc l'expérience que j'en tire aujourd'hui, c'est que après, au niveau de la performance de l'entreprise, ça a effectivement eu des effets positifs parce que en 10 ans, on a augmenté le chiffre d'affaires, on l'a multiplié par 2. Et en parallèle, les taux d'impayés ont été divisés par 6. On est passé de 0,33% à 0,05% du chiffre d'affaires. Et ce, grâce aussi à cette collaboration entre les services, en particulier les services finance et services commerciaux. Et on a développé cette culture cash qui n'existait pas dans l'entreprise. Donc c'est une réelle performance pour l'entreprise qui est bénéfique à l'entreprise. Il y a 2 ans, le directeur général m'avait demandé, vu les bons résultats que nous avons, de revoir la politique de crédit pour justement accompagner encore plus le business. Et aujourd'hui, avec une analyse qui est beaucoup plus poussée et ciblée, de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir une démarche qui soit plus ouverte au risque et permettre de gagner 1 à 2 points de croissance supplémentaires. Et c'est le travail qui a été fait et qu'on continue à faire tout en étant effectivement très vigilant. On connaît, nous, par notre métier, les risques, ce que ça engendre. Mais c'est aussi en cela qu'aujourd'hui, les finances font partie, ils s'inscrivent dans la stratégie commerciale et devient un véritable business partner. Alors l'idée de co-construire, et notamment autour d'outils, c'est par exemple, de notre côté, on a une bascule de RP, donc pour passer à SAP. Donc c'est pas toujours indolore, mais en tout cas c'est l'occasion de réfléchir à des nouveaux processus, notamment lorsqu'il s'agit de réfléchir autour de l'order to cash. Donc c'est vraiment une bonne occasion de remobiliser les différents départements pour essayer d'identifier un sous-domaine credit management, repenser la façon de voir, en profiter pour mettre une couche de communication, un esprit transversal. Ensuite, on demande souvent beaucoup de choses et on a au final un peu moins, mais néanmoins, petit à petit, on arrive à faire passer des idées et à le concrétiser dans un système et dans des processus. Alors moi, c'est commun. Alors effectivement, on doit tous parler le même langage, c'est un minimum.
prendre les bonnes décisions et des décisions communes, former, ça c'est mon leadership, former les équipes. Mais par contre, c'est vrai que le gage commun d'une bonne réussite interservice, pour moi, c'est pas de se regarder l'un l'autre, c'est de regarder dans la même direction. Voilà, ça, c'est le mot de la fin. J'ai failli mettre une photo de Kate et William, mais je l'ai pas fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour l'un de nos intervenants? J'y arrive. Bonjour à tous, Malika Gilas, compagnie Optorg. Moi, je suis intéressée par la culture cash. Parce que je dois faire une formation sensibilisation à la culture cash, on l'a fait il y a 4 ans, mais comme on a beaucoup de gens qui s'en vont, qui reviennent, eh bien, j'aimerais bien qu'on m'aide à ce sujet. En fait, c'est un travail quand même de plusieurs années. C'est une notion qui s'est instaurée progressivement. On a travaillé sur la compréhension des enjeux de part et d'autre, les enjeux commerciaux, et sensibiliser aussi, faire de la pédagogie au niveau des équipes commerciales pour expliquer ce que c'est qu'une économie de crédit, ce que c'est qu'un impayé, qu'est-ce que ça engendre derrière quand on a un impayé. Travailler sur la notion aussi chez nous qui est des coûts, même si on en parle peu, mais on en parle quand même au niveau de l'entreprise. Donc en fait, chez nous, on a décliné cette culture cash à différents niveaux. On est une société commerciale, donc le chiffre d'affaires est très important. Tout le monde est incentivé sur la réalisation du chiffre d'affaires, mais à des niveaux différents. On intervient aussi bien au niveau de la comptabilité, à suivre l'encaissement de nos clients. On communique sur l'encaissement de nos clients, les DSO. On a fait un travail aussi avec les équipes intermédiaires, c'est-à-dire les responsables de région, pour échanger avec eux sur les dossiers clients, prendre des décisions sur l'encours. On n'a pas de comité crédit, mais en fait, on le fait de manière informelle. Lorsqu'on a une décision à prendre sur une livraison, est-ce qu'il faut livrer ou pas un client? Il arrive qu'on soit en désaccord, et dans ce cas-là, on essaie de trouver la solution, on va dire la plus appropriée, et pour ne pas perdre le client. Soit on accompagne le client parce qu'on considère que c'est possible, et on accepte de prendre aussi le risque, soit on décide de mettre un terme parce que l'enjeu est beaucoup trop important, ou en tout cas le risque d'impayé est beaucoup trop important. Là, c'est une décision qu'on prend d'un commun accord. C'est jamais la direction financière qui décide seule qu'on arrête de livrer un client, surtout quand il y a un enjeu très important. Là, par exemple, on travaille beaucoup avec les sociétés. Ce qui se développe en ce moment beaucoup, c'est les chargeurs pour les véhicules électriques. Donc, c'est un business qui est en plein développement. Par contre, les entreprises, les enquêtes sont très mauvaises. Le client a beaucoup de difficultés à payer. Si on se retire, c'est un business qu'on va perdre totalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à livrer le client ou pas? Donc, on essaye de travailler ensemble sous cet axe-là. Le commercial a bien conscience de l'enjeu, qu'il y a un vrai risque d'impayé. De mon côté, j'essaye aussi d'accompagner le client, enfin de trouver une solution pour qu'on puisse réaliser le chiffre d'affaires avec ce client-là. À un moment donné, peut-être qu'on arrêtera, mais tant qu'on a encore une possibilité, on continue. Peut-être une... Oui, justement. On va se les partager un peu. Oui, bonjour, Alexia Claire, Michelin. J'avais une question concernant la démarche davantage ouverte au risque que vous avez évoquée pour accompagner à une croissance du chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Effectivement, on avait jusqu'à présent notre principale préoccupation, c'était de vraiment sécuriser le chiffre d'affaires, donc d'être assez, on va dire, prudent sur le montant d'encours qu'on accorde.
comme je disais, c'est qu'on essaye de s'ouvrir davantage, c'est-à-dire qu'on fait, quitte à faire plusieurs enquêtes sur ce client, les enquêtes de solvabilité, on a des avis sur des encours qui nous sont conseillés et on ne les suit pas forcément. C'est-à-dire si on demande un encours à 50 000 €, j'ai une commande de 80 000, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte la commande de 80 000 €? Oui. Dans ce cas-là, je prends ce risque-là. Parce que souvent, ce qu'on a constaté, c'est que les enquêtes que l'on fait, ce qui est normal, hein, les organismes sont assez prudents. Ils nous disent, bon voilà, je vous conseille 50 000 €. Bon, si ma commande a fait 80, je me dis, je vais accepter à aller jusqu'à 80. Maintenant, si ils me disent 0, je vais plutôt prendre des garanties et dire à mon commercial, non, là, avec ce client-là, 0, c'est pas possible. On a 80 000 € en face, je peux pas me permettre de prendre ce risque-là. Maintenant, peut-être qu'en contactant le client, en dialoguant avec la direction financière, je peux obtenir des informations complémentaires, trouver une solution, peut-être obtenir un acompte de la part du client, expliquer la situation et échanger justement. Et c'est dans ce sens-là où je dis qu'on accompagne le business. Tu disais aussi que tu utilisais l'historique du client chez toi aussi, non? C'est ça, hein, tu me disais? Oui, par rapport quand on partageait, voilà, oui, c'est que tu regardes aussi l'historique. Je regarde l'historique du comportement de paiement du client. On sait si c'est un client qui est en permanence en retard. Est-ce que le client nous a déjà fait défaut? Ça aussi, c'est important par rapport à la décision qu'on va prendre. Si c'est un client qui n'a jamais eu de difficulté, qui a toujours bien réglé à l'échéance, on sera forcément plus enclin à lui accorder un crédit supplémentaire. Maintenant, si c'est un client, ce qui arrive quand même assez régulièrement, sur lesquels on a des difficultés, on va être extrêmement prudent. On va expliquer au commercial que là, on va plutôt limiter. Soit on découpe les commandes de manière à être réglé sur les premières livraisons et au moins assurer un minimum de garantie. Travailler sur ce sujet avec le patron de notre captive financière en considérant que les outils de scoring du marché, ils sont ce qu'ils sont bons, mais c'est toujours quelque part une photographie temporaire. Ça veut dire que le client, il va forcément évoluer dans le temps. Quand on fait de la consommation, quand on embarque le client sur des années ou même qu'on avance du cash pour lui. Donc on s'est dit à ce moment-là qu'il fallait qu'on améliore véritablement notre structure de relance et du recouvrement de manière extrêmement dynamique. D'où les états dynamiques de paiement que je vous citais tout à l'heure. Est-ce que c'est aujourd'hui mise en paiement, rejeté, envoyé, qui nous permet tout de suite d'agir rapidement pour que justement qu'on prenne ce risque de façon plus efficace. Je crois aussi que tu m'avais cité le cas des entreprises qui ne publient pas forcément. Oui, on travaille beaucoup avec des syndics, par exemple, et les syndics ne publient pas toujours ces éléments-là. Et nos concurrents parfois demandent moins de dépôt de garantie. Bon, mais c'est quelque chose aujourd'hui que l'on mesure, que l'on observe, et on a mis en place des systèmes qui nous permettent rapidement de pouvoir réagir. Voilà. On va chercher l'info, oui. On dynamise l'information pour qu'elle soit traitée de façon accélérée. On va conclure. Je vous propose de continuer à discuter par ailleurs, d'accord, puisque nos invités seront là pour déjeuner avec nous, n'est-ce pas? Ok. Je vous demande, on les applaudit bien fort. Merci beaucoup.